Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Swiss Bliss. Nous sommes le 29 mars 2025 et on vient de nouveau de terminer une bonne semaine bien pourrie, surtout vendredi où nous avons eu l'occasion de bien sentir que la machine doutait de plus en plus et que l'incertitude couplée à des chiffres inflationnistes, le tout saupoudré de craintes de ralentissement économique, n'allait pas permettre aux intervenants de finir la semaine dans la sérénité la plus totale et encore pire, de commencer la suivante avec la confiance chevillée au corps. On ne va pas le cacher, la semaine qui nous attend ne sera pas simple, les indices sont de retour au bord du gouffre, surtout aux USA, et les attentes de la semaine ne vont pas nous rendre la tâche très facile. Trump va arriver avec ses tarifs réciproques et ça ne va pas plaire au reste du monde, sans compter que dorénavant, il est clairement établi dans la tête des investisseurs que ces tarifs sont inflationnistes. Et quand on voit que le PCE est en hausse alors que les dits tarifs ne sont même pas encore appliqués, eh bien, ça ne laisse rien augurer de bon. La semaine qui vient de se terminer n'était donc pas bonne, il fallait être investi dans le pétrole et dans l'or pour trouver du positif puisque tout le reste était dans le rouge. Le seul et unique thème de la semaine aura donc été les droits de douane à venir et les nouveaux tarifs qui ont été implémentés sur le secteur automobile. On en a largement parlé, mais ça reste la pierre angulaire de la semaine précédente. Trump a clairement montré sa volonté de prendre le taureau par les cornes et la ligne de front semble passer par le secteur automobile. Moins ils produiront au state, plus ça va leur coûter cher. On en a parlé dans le Morning Bull de vendredi. Les marchés sont donc redevenus extrêmement nerveux et en début de semaine, on a compris que la confiance du consommateur était en train de partir en vrille. Et en fin de semaine, les dépenses personnelles, le personal spending, a déçu en février, renforçant les préoccupations des investisseurs qui craignent que les plans du président Trump et d'autres facteurs parallèles ne réduisent les dépenses. Sans compter que les chiffres du PCE qui ont été publiés ce vendredi laissaient supposer que l'inflation retrouvait des couleurs et ça avant même que les tarifs soient mis en place et ça forcément c'est pas une bonne nouvelle. L'indice de base des prix du PCE, qui exclut donc les prix de l'alimentation et de l'énergie parce que c'est pas très important, a augmenté de 0,4% en février, ce qui est nettement supérieur aux attentes du marché puisqu'on s'attendait à 0,3%. Cette hausse qui fait passer le taux d'inflation en glissement annuel de 2,7 à 2,8% a confirmé que l'inflation reste supérieure à l'objectif de la Fed, bien sûr. Pas vraiment une situation qui permettrait à Powell d'envisager de baisser un poil les taux pour donner un coup de main. À partir de là, quand on parle de consommateurs qui perdent confiance, de dépenses qui sont réduites et d'inflation qui monte quand même, franchement c'est difficile de ne pas voir arriver le grand méchant loup, la fameuse stagflation, dont on reparlera certainement la semaine prochaine. Et si la stagflation débarquait demain aux États-Unis, ce serait un vrai cauchemar économique. Imaginez une croissance à plat, des entreprises qui n'investissent plus, le chômage qui grimpe, et pendant ce temps, les prix qui continuent de monter, même gentiment. Un cocktail explosif où la Fed ne saurait plus où donner de la tête. Monter les taux tue l'économie, les baisser alimente l'inflation. Résultat, les marchés paniquent, le dollar s'affaiblit, les portefeuilles fondent et les espoirs de reprise s'évapore. Bref, ce serait les années 70 sur la musique disco. Heureusement, bien sûr, que ça ne sont que des suppositions. En gros, la semaine qui vient de se terminer aura été clairement placée sous le signe des tarifs douaniers. Le coût des voitures a fait très mal et le mélange avec le PCE n'a été que très peu goûté par les investisseurs. Le problème, c'est que ça va continuer la semaine prochaine avec des choses bien plus concrètes encore. Le 2 avril, vous le savez, ce sera le jour de la libération, selon Donald Trump. C'est assez joli comme nom, c'est bien présenté, mais on va quand même faire le tour du sujet avec un petit guide de la situation. Bon, vous notez bien la date, le 2 avril. Pour Donald Trump, c'est pas le lendemain du poisson d'avril, le 2 avril c'est Liberation Day, rien que ça. Mais cette fois, on ne parle pas de libérer l'Europe, on parle de balancer une salve de nouveaux tarifs douaniers sur à peu près tout ce qui bouge et surtout tout ce qui ne vient pas des USA. Et attention, le Donald a prévenu, the big one. Pas un petit truc symbolique non plus, un gros coup de massue. L'objectif affiché est clair et net, relancer le secteur manufacturier made in USA, faire rentrer du fric et rétablir le respect. Money and respect back, comme il l'a posté sur Truth Social, entre 2 majuscules et un God bless America. Alors, que va-t-il faire concrètement ?
Trump il prépare des tarifs réciproques. En gros, si tu me fais payer 15% de taxes sur mes bagnoles, eh bien je te colle 15% de taxes sur les tiennes. Logique de cours d'école peut-être, oui, mais logique quand même. Et une logique surtout qui pourrait rapporter potentiellement, hypothétiquement, jusqu'à 1000 milliards de dollars. Et le problème, c'est que cet argent, eh bien, ces tarifs, c'est simplement un impôt déguisé. Pas un impôt pour les méchantes multinationales, bien sûr, mais plus un impôt pour vous et moi et pour tous les consommateurs. Oui, parce que les boîtes, elles vont juste simplement répercuter la hausse des prix. Vous avez qu'à regarder Ferrari qui viennent juste d'augmenter leurs prix pour concurrencer les tarifs. Bon, j'admets que c'est pas le bon exemple parce que Ferrari, ça touche quand même pas tout le monde, mais c'est le principe de base. Tout va coûter plus cher et l'inflation qui commence à redescendre, elle risque de remonter, évidemment, et bam, rebelote. Selon une boîte qui s'appelle Oxford Economics, si les tarifs passent de 2,5% à 10%, ce qui est plus ou moins attendu en moyenne, les prix devraient grimper directement de 0,5%. Et donc, merci Trump, en prime, on ajoute une bonne dose d'incertitude. Quels pays seront ciblés? Petit indice, tous ceux avec qui les USA sont en déficit commercial, donc à peu près tout le monde sauf le Groenland et le Liechtenstein. Combien de temps ça va durer? Ça, on n'en a aucune espèce d'idée. Et surtout, est-ce que les boîtes vont vraiment relocaliser aux USA? Spoiler alert, probablement pas. Pourquoi? Parce qu'un tarif de 10 à 20%, ça ne change pas grand-chose quand tu payes les ouvriers mexicains 5 fois moins cher. Tout simplement, personne ne va relocaliser des usines si les règles peuvent sauter au prochain tweet présidentiel. Et puis alors surtout, la mise en place logistique de ces nouveaux tarifs, bonne chance, le casse-tête promet d'être gigantesque. Faire des tarifs vraiment réciproques, produit par produit, pays par pays, avec les règlements, les normes, les taxes cachées, ça paraît tout simplement irréalisable. Même Wilbur Ross, qui est l'ex-secrétaire du commerce sous Donald Trump 1.0, a dit que c'était totalement ingérable. Bref, Trump veut tout taxer, les voitures allemandes, les pièces japonaises, les médicaments indiens, les navires chinois, tout ça pour forcer les autres à négocier à sa manière. Et pendant ce temps, le déficit commercial, lui, reste abyssal, les marchés stressent et les consommateurs trinquent. Trump veut rendre l'Amérique grande à grands coups de taxes, Make America Great Again, avec beaucoup de taxes en plus, mais il risque surtout de rendre les caddies vides, les prix plus élevés et les investisseurs beaucoup plus nerveux. Et puis on n'oubliera pas non plus que la guerre commerciale a également pris une nouvelle tournure avec les nouvelles sanctions et autres interdictions vis-à-vis de la Chine. La semaine dernière, le secteur des semi-conducteurs s'est fait massacrer parce que le gouvernement veut limiter les ventes de certains produits liés à l'IA pour empêcher la Chine de concurrencer les USA sur la thématique. Ces mesures vont impacter les ventes des géants de l'IA comme Nvidia ou Broadcom et probablement également énerver un tout petit peu M. Xi Jinping. On peut donc s'attendre à de nouvelles échauffourées sur le sujet des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle vis-à-vis de la Chine, donc la guerre commerciale. Il est cependant assez intéressant de voir que l'on se prend beaucoup plus la tête avec les tarifs réciproques à venir la semaine prochaine, plus qu'avec les problématiques des semi-conducteurs. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas revenir pleine balle dans quelques jours. Au milieu de tout ça, il y a peut-être encore une chose qui limite encore la casse, c'est le fait que sur à peu près n'importe quel sujet que je viens de mentionner, Trump est capable de tourner la veste et de prendre la direction opposée aussi vite que l'on prononce le terme bear market. Et puis on notera aussi qu'ailleurs en Allemagne, le moral des entrepreneurs a retrouvé des couleurs en mars, dans le sillage de la validation du plan pharaonique d'investissement dans les infrastructures et l'armement, même si les experts estiment que le temps que l'argent commence à pleuvoir, il va encore se passer encore plein de choses et que les Allemands vont quand même acheter des F-35 aux USA plutôt que des Rafales aux Français. Et du côté de l'économie suisse, le secteur hôtelier a enregistré en février un recul de 2,7% par année sur le nombre de nuitées, sur une deuxième estimation publiée lundi par l'Office fédéral de la statistique et qui demeure provisoire. Les autres Suisses ont vu leurs réservations baisser de 6,1% alors que ceux en provenance de l'étranger ont augmenté de 1,5%. En Suisse aussi, le Centre des recherches conjoncturelles, le COF, a maintenu sa prévision de croissance de l'économie helvétique de 1,5% en 2025, tout en relevant son pronostic pour l'an prochain à 1,9% contre 1,7% précédemment. La confiance des analystes pour l'avenir immédiat de l'économie suisse a connu un nouvel accès de faiblesse en mars selon l'indice UBS CFA. En Suisse toujours, le baromètre conjoncturel du COF a progressé de 1,3 points à 103,9, signalant une amélioration des perspectives économiques, notamment dans l'industrie. Si on regarde les performances de la semaine, c'est assez simple, il n'y a que du rouge, donc vous voyez 6% de baisse sur le SOX, 2,6% de baisse sur le Nasdaq, 1,88% de baisse sur le DAX, 1,67% de baisse sur le SMI qui repasse nettement en dessous des 13 000 points, le CAC 40 baisse de 1. Enfin bref, tout est en baisse, sauf
Le Bitcoin qui prend 0,08%, c'est de la folie. Et puis là, Londres qui prend 0,4%. Merci à des chiffres de l'inflation qui étaient un tout petit peu meilleurs que prévu. Puis autrement, le pétrole remonte, l'or remonte, l'argent remonte. Comme vous le voyez aujourd'hui, on a la trouille un peu partout sur tout ce qui est, on va dire, stock, marché financier classique. Et on essaie de se planquer dans des choses qui sont rassurantes, comme l'or qui visiblement n'arrête plus de monter et n'arrêtera plus jamais de monter si on en croit certains. Du côté du SMI, il y a pas mal de rouge, vous le voyez. Richemont, moins 2,37%, ABB, moins 6%, Alti, moins 3,29%. Bon, vous voyez qu'il y a peu de hausse, beaucoup de baisse. Roche qui perd 4% sur la semaine, Swisscom qui perd 3%, etc., etc. Donc vous voyez Nestlé qui baisse aussi de 1,57%, malgré un upgrade en fin de semaine. On voit clairement aujourd'hui que le marché suisse est en baisse, l'un dans l'autre. La plupart des gros titres sont en baisse, mais ce n'est pas forcément une raison, on va dire, fondamentale par rapport aux sociétés. Il y a eu une partie de prise de profit, et puis il y a eu aussi une partie où on a vu pendant toute la semaine, le SMI s'est battu avec cette zone technique des 13 000 points, et que finalement, ça a craqué en fin de semaine, où on finit bien en dessous. Donc pour faire baisser le SMI de 200 points, forcément, il faut taper un peu sur tout le monde, un peu partout. Donc mauvaise semaine sur la Suisse, mais en même temps, quand on voit ce qu'on a fait depuis quelques mois, on ne peut pas non plus monter directement au ciel toutes les semaines. On attaque avec les graphiques. Alors vous le voyez, comme je viens de vous le dire vocalement, on voit que le SMI est dans une situation de consolidation latérale pour l'instant. On a un support dans la zone plus ou moins où on est maintenant, autour des 12 783, ce qui correspond pile poil à la moyenne mobile des 50 jours que vous voyez ici en rouge. Donc on a tenu pour l'instant cette moyenne mobile des 50 jours. C'est une bonne nouvelle pour le moment. Restera à voir comment on peut évoluer. Pour le reste, on est dans un range avec notre ancien record historique à 13 200. Donc pour l'instant, on a l'air de vouloir être coincé entre 12 008 et 13 200. À surveiller, et bien évidemment, il ne faudrait pas qu'on aille chercher plus bas parce que sinon, on aura très vite fait de retourner sur les 12 250 sur le SMI. Ça dépendra bien évidemment de ce qui va se passer ou ce qui pourrait se passer sur les marchés financiers la semaine prochaine. Et comme je viens de vous l'expliquer pendant 12 minutes, ça risque d'être shaky la semaine prochaine. Voilà le S&P 500. Alors vous voyez, depuis 2 semaines, on avait été chercher nos plus bas autour des 5500, grosso modo, ce qui était là. La ligne rouge que vous avez, on avait été chercher nos plus bas. On avait fait une inversion de tendance et depuis 2 semaines, on remontait gentiment. Donc finalement, ça allait bien se passer au niveau des tarifs. Paf! Mauvaise semaine. On a buté contre la moyenne mobile des 200 jours, cette ligne verte. Et donc du coup, on est reparti à la cave. Et puis, on est de nouveau en train d'aller chercher les niveaux de test des 5500. Donc souvenez-vous bien de ce chiffre, 5500 points sur le S&P 500. Si on venait à les casser à la baisse, forcément, ça pourrait devenir très très inquiétant parce que le mouvement pourrait être assez violent dans cette direction, déjà pour aller rechercher les points bas ici dans la zone des 5100, 5200, donc 5500 points à surveiller et comme je le disais avant, vu ce qui nous attend la semaine prochaine, tout peut arriver. Du côté du Nasdaq, je reprends les mêmes mots, même situation, mais là on est déjà sur des niveaux de support, sur la ligne des 19 280. Là, il ne faut plus aller plus bas. On n'a plus la place. On n'a plus la place. Si on casse là d'entrée, forcément, ça risque de taper fort sur le secteur technologique. Et on voit que pour l'instant, il est en grande difficulté, ce secteur technologique. Et ça se traduit assez facilement avec ce graphique-là. Mon ami le Sox qui est en train de tout péter. Et regardez-moi comme c'est magnifique. Si vous regardez le rebond qu'on a fait sur le secteur des semi-conducteurs l'été dernier et encore l'année passée, en début d'année, je parle de l'année 2024, vous voyez qu'on s'est retourné sur les 4284 ici, là déjà pratiquement et ici. Donc c'est la 4e fois qu'on vient tester ce niveau-là en bas. Ça fout les jetons, il n'y a pas d'autre terme. Si on essaie de reprendre nos consolidations, enfin nos trends latéraux, vous voyez quand même qu'on est vraiment bien là-dessus. Et que ce serait quand même pas mal si on n'allait pas plus bas, parce que là, je vous l'ai déjà dit 1 milliard de fois, le Semiconductor Index est un indicateur avancé des marchés financiers, et si ça commence à lâcher maintenant, il y a de la place. Il y a de la place pour aller chercher plus bas.
Donc c'est un gros problème aujourd'hui, un gros problème qui est ajouté au concept de ces problèmes de guerre commerciale avec la Chine au niveau des semi-conducteurs, et tout ça risque de poser problème sur le moyen long terme. Alors bien évidemment, ce qui pourrait nous sauver, c'est que ces prochaines semaines, on va voir les résultats trimestriels qui vont être publiés, et les attentes sont devenues relativement basses, et qu'on est peut-être simplement en train de chercher le fond de la tasse pour essayer de jouer au rebond. Mais franchement, quand on regarde tout ça, c'est un tout petit peu inquiétant cette fin de semaine sur le graphique du Philadelphia Semiconductor Index. Regardez-moi Nvidia. Alors Nvidia, ils n'ont pas encore cassé. Ils sont un peu dans la même configuration. Ils ont encore une petite jambe à faire ici pour aller chercher les bas de l'autre jour. Mais là, c'est le même problème, hein. Nvidia, c'est quand même le leader des semi-conducteurs liés à l'intelligence artificielle. Ce serait mieux que ça casse pas. Vous avez Broadcom qui, eux, par contre, ils ont déjà commencé à casser. Après des bons chiffres l'autre jour, eh bien, on a cassé la moyenne mobile des 200 jours. Et ces problèmes de droits de douane et de guerre commerciale avec la Chine n'arrangent personne et met une pression assez violente. Et vous voyez quand même, encore une fois, que les variations entre les tops ici, autour des 250 $ et le point où on se trouve ce vendredi dernier en clôture à 169, ça fait quand même des mouvements qui sont méga violents. Alors, méga violents à la baisse. Bon, on avait clairement eu une exagération à la hausse qu'on a essayé de corriger et aujourd'hui, on reste plus ou moins dans cette tendance. Donc, de deux choses l'une, soit on est en train de casser un mouvement séculaire qui va nous coûter très très cher, mais c'est un problème global, soit on est en train d'exagérer et que quelque part, on arrive à des points d'inflexion intéressants pour rester sur cette tendance haussière sur Broadcom. Ouais, je sais, mon trait, il n'est pas très droit, mais vous voyez ce que je veux dire dans la réflexion. L'Allemagne qui va cartonner avec tout l'argent qu'ils vont recevoir. Vous voyez que l'exagération de l'Allemagne est en train gentiment de craqueler pour l'instant. On a toujours une zone de consolidation sur le DAX. On tient bien les 22 000. Ce serait bien qu'on n'ait pas cherché en dessous, parce que sinon, là, on va repartir sur les tendances de base et on va revenir dans un premier temps sur les 21 000 et puis après sur les 19 000 si ça venait à s'effriter. L'Allemagne aujourd'hui a bénéficié d'un engouement massif, surtout avec son plan politique de 500 milliards d'euros d'investissement. Mais, comme je vous le disais tout à l'heure, ça risque de prendre du temps pour être mis en place. Et finalement, on a déjà anticipé peut-être beaucoup de choses. Donc, est-ce que ça va continuer encore comme ça longtemps? Affaire à suivre au niveau du DAX. L'indice de M. Macron, vous voyez aussi que la consolidation latérale a craqué. On est en train de repasser en dessous. Là aussi, on est en train peut-être d'envisager la correction de ces exagérations qu'on a eues en début d'année à cause de toutes ces thématiques militaires, entre autres. Et tout d'un coup, si on revient corriger les choses et stabiliser contrebalancer cette exagération, ben voilà, retour sur cette tendance latérale qu'on avait, cette zone latérale autour de laquelle on tournait ces derniers temps, qui est tout à fait possible. La grande question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui justifierait que le marché reparte là-bas? Je pense que la thématique de l'armement est éculée. La seule solution qui pourrait permettre au CAC de repartir violemment, ce serait un retour en grâce de la thématique du luxe et de la Chine. Mais là, tout de suite, c'est pas la direction que ça a l'air de prendre. Je vais terminer avec le pétrole. Alors, le pétrole, je vous en parle toutes les semaines. Et toutes les semaines, je vous dis, on avait cette tendance de fond qui avait été cassée. On est repassé en dessous. Maintenant, on repasse en dessous. On est de nouveau dans cet espoir de triangle. Un triangle comme ça, un jour ça casse. Bon, on a déjà cassé une fois ici, une fois ici, et à chaque fois on réintègre. Plus ça va se resserrer, plus on va avoir un jugement de paix, hein. Donc soit on va casser à la hausse, soit on va casser à la baisse sur le baril. On sait que dans l'environnement actuel et pour ce qui est en train de se passer, surtout au niveau de l'économie américaine, on sait que Trump il veut absolument avoir un prix bas. Donc la logique voudrait qu'on aille plutôt dans cette direction. Et là, vous voyez aussi qu'on est quand même à des niveaux assez inquiétants. Donc attention quand même au baril, il y a toujours un risque de volatilité relativement élevé. Maintenant, je vais faire un truc que je ne fais pas d'habitude, le détour par l'action de la semaine, parce que je voulais quand même vous parler d'une histoire assez intéressante et excitante au sujet de Applevin. C'est une boîte américaine, bien sûr, mais Applevin, c'est le genre de pépite technologique qui a explosé comme SpaceX quand il rate son décollage. Plus 700% en 2024, meilleure performance du secteur publicité sur Internet. Et là, 20% dans la tête vendredi soir, plus grosse chute de son histoire. Et pourquoi? On est en droit de se le demander. C'était une méga vedette il y a encore quelques mois, tout simplement parce que Muddy Waters, short-seller bien connu, vient de leur balancer une brique dans la vitrine. Le célèbre short-seller accuse Applevin d'avoir une pub technologique qui triche avec les règles des App Store. En gros, les mecs pompent des données d'utilisateurs chez Meta, TikTok, Google sans autorisation et refourguent des pubs ciblées en douce. Traduction, Applevin ferait du vol de data façon ninja et tout ça sans l'accord des plateformes concernées. L'opération Ninja.
pas forcément très RGPD friendly visiblement. Et ça n'est pas une attaque isolée de la part de Muddy Waters, c'est le troisième vendeur à découvert, le troisième short seller qui vient tirer à balles réelles. Avant eux, on a eu Fuzzy Panda et Culper Research qui avaient déjà attaqué leur technologie maison à Applovin, Axon, l'IA qui leur a justement fait exploser les revenus. Résultat, moins 12% en février avec les premiers tirs. Et maintenant, Muddy Waters balance que 23% des clients e-commerce ont déjà viré le système Axon de leur site. Autrement dit, les gros annonceurs se barrent pendant qu'Applovin dit « Non, non, tout va bien, tout va bien ». Le CEO Adam Faugi, lui, il joue la carte du complot. Ce sont les méchants short-sellers qui manipulent le marché et nous jalousent. Peut-être, mais le timing est super louche. Les attaques arrivent juste après les résultats, pile quand la société est en période de black period. Cerise sur le gâteau, Fuzzy Panda a carrément écrit au comité du S&P 500, ceux qui choisissent les titres qu'on met dans les indices, pour leur dire « N'intégrez surtout pas Applovin dans l'indice, cette boîte repose sur du vol de données, de la fraude et de la violation des lois pour enfants. » Bonne ambiance, encore un feuilleton passionnant pour Netflix ou Prime Video. Applovin, c'était l'enfant prodige de l'IA en pub digitale, mais entre les accusations de vol de données et la fuite des clients, le conte de fées pourrait quand même tourner en procès. Affaire à suivre donc, mais il fallait quand même en parler pendant 2 minutes. Retour en Suisse avec les vedettes de la semaine, et on commence par la vedette de la semaine, Alcon. Le géant des dispositifs et consommables ophtalmiques a annoncé qu'ils ont fait l'acquisition de la société de technologie médicale Lensar aux États-Unis. La valeur de la transaction pourrait représenter 430 millions de dollars. Lensar est spécialisé dans le traitement de la cataracte avec notamment son système Ally robotique cataract laser qui permet une chirurgie de haute qualité. Ils ont également obtenu un certificat de conformité européenne, donc là je reparle d'Alcon, pour une lentille intraoculaire en début de semaine, et en fin de semaine, ils ont encore fait des commentaires positifs à l'Investor Day au sujet de l'avenir d'Alcon. Et puis comme ça ne suffisait pas, ils ont encore pris une participation majoritaire dans la biotech américaine Orion. En gros, une très belle semaine pour Alcon. Vous voyez, ça se traduit plutôt par une explosion technique. Alcon, qui se traitait autour des 86 francs il y a quelques jours, se traite aujourd'hui à 96 et semble avoir tout cassé les tendances et avoir mis son target sur les plus hauts récents au-dessus des 100 francs suisses. En tous les cas, que des bonnes nouvelles et que des choses encourageantes du côté d'Alcon depuis quelques jours. Vous voyez que ça se présente plutôt bien en termes de tendance de fond sur le moyen long terme chez Alcon. Et visiblement, ils ont l'air parfaitement à l'aise dans ce marché, contrairement à bien d'autres sociétés en ce moment. Des upgrades dans le secteur bancaire. JP Morgan a relevé l'objectif de cours de Julius Baer de 66 francs à 72 francs suisses et confirmé l'overweight. L'analyse prévoit pour l'année en cours et l'année prochaine des revenus plus élevés. Et donc, il a relevé ses estimations de bénéfices par action. La banque américaine a aussi augmenté le target sur l'UBS. Il passe à 37 contre 34 auparavant. Là aussi, confirmé l'overweight. L'analyste estime notamment que dans l'ensemble, la banque aux 3 clés est bien positionnée pour profiter de la force du marché action. Pas super frappant cette semaine, et du marché macro bien sûr. Et puis toujours chez UBS, la Cour de justice de l'Union européenne a confirmé sa sanction contre UBS dans une affaire d'entente concernant plusieurs banques dans le secteur des obligations d'État européennes. Le groupe zurichois a vu son amende de 172,4 millions qui a été confirmée et son recours a été rejeté et botté en touche. La banque souhaite par ailleurs éviter des exigences de fonds propres nettement plus strictes en faisant des concessions, selon l'agence de presse Reuters. Elle a proposé aux autorités fédérales de limiter la part des activités bancaires d'investissement à risque à environ 30% de son activité. Des rumeurs ont d'ailleurs commencé à circuler, laissant entendre que l'UBS pourrait quitter le pays si les exigences de fonds propres devenaient trop importantes, chose qui a été démentie par le responsable de la conformité. Bah ouais, parce que sinon, qui c'est qui va leur sauver les fesses la prochaine fois s'ils vont se planquer à Londres? Vous voyez le graphique de l'UBS. Alors, l'upgrade de JP Morgan, c'est pas monstre fait ressentir par rapport à l'effet marché. Hein. On a eu l'upgrade en début de semaine. Le titre est monté jusqu'à quasiment la résistance qui est conférée par la moyenne mobile des 50 jours. Et puis ensuite, le marché a fait ce que le marché a fait. Résultat, on finit la semaine quasiment au plus bas. On a un petit point de support dans la zone des 27,50 qu'il ne faudrait pas casser, sinon on ira chercher directement les 26,30. Chez Julius Baer, pareil, hein, upgrade, merci beaucoup. On va chercher les points hauts à 65,02, puis après finalement le marché reprend ses droits et on termine au plus bas de la semaine.
Néanmoins, à noter quand même que JP Morgan est derrière eux et sont plutôt encouragés par la suite. Si les marchés venaient à se rétablir, eh bien on pense que sur faiblesse, sur des bas 58, c'est pas là autour, mais à revenir dans Julius Baer pour jouer un rebond en direction des 65, ça serait pas complètement idiot. Baloise a fortement amélioré sa rentabilité l'an dernier, malgré la stagnation de son volume d'affaires. Les actionnaires auront droit à un dividende de 8,10 francs suisses par action, après 7,70 au titre de l'exercice précédent. Le groupe a par ailleurs confirmé ses objectifs formulés en septembre dernier, donc tout va bien du côté de la Baloise. Tout va bien pour la Baloise, là aussi ils ont souffert de l'effet marché vendredi dernier, mais vous voyez cette espèce d'explosion, ce candlestick d'explosion ici, montre que les déclarations ont fait plaisir aux intervenants et que tout se présente pour le mieux au niveau de la banque, de l'assurance baloise justement, donc ça se présente pas mal. Bon, après, on a eu quand même une sacrée accélération, il ne faut pas oublier d'où on vient, et puisque au début de l'année, eh bien, on se traitait quand même à 60 francs, et aujourd'hui, on a pris 30 balles de manière assez rapide et assez constante. Holcim, le géant des matériaux de construction, a dévoilé ses perspectives de croissance pour 2030, plutôt encourageant, en filigrane de la scission et la cotation à New York de son unité Amrise aux États-Unis. Pour la stratégie du groupe en matière de dividendes progressifs, il est indiqué qu'ils vont continuer à augmenter le dividende régulièrement. Et il faut dire que pour l'instant, ils sont en roadshow pour l'IPO d'Amrise, justement, et qu'il faut tout faire pour que la mariée soit la plus belle possible, bien entendu. Là aussi, au niveau du graphique, vous voyez que les déclarations étaient bonnes, les choses ont été plutôt prises de manière positivement, mais on a buté sur la résistance des 100 francs et eh bien, le titre s'est fait rabattre à la cave à 96,50 francs en fin de semaine, parce qu'évidemment, cette semaine a été plus organisée autour des droits de douane et des guerres commerciales aux États-Unis plutôt qu'aux fondamentaux individuels de certaines sociétés. Donc, comme vous venez de le voir sur ces quelques actions, il y a eu des bonnes nouvelles, mais finalement, le marché global, le SCI dans sa globalité a repris ses droits et tout le monde en a pris pour son grade. Mais ce n'est pas forcément le fait que quelque chose qui va mal à l'intérieur de la société, c'est juste que pour l'instant, il y a eu un dégagement massif sur les marchés financiers à cause de tout ce qu'on vient de discuter jusqu'à maintenant. Passons maintenant à notre en vrac de la semaine. Chez Centerra, eh bien, on s'est montré confiant par rapport aux perspectives lors de la journée des Investor Day la semaine dernière. Le patron Eklund a confirmé les prévisions pour 2025 et puis les objectifs financiers à moyen terme. Chez Metalzug, on a profité en 2024 de l'externalisation de l'unité Bellimed dans la co-entreprise qu'ils ont avec Miele. Le fruit de cette transaction a apporté une contribution de 66,6 millions de francs suisses. Quant à l'excédent d'exploitation, il s'affiche à 58 millions. Le conseil d'administration va donc proposer un dividende de 2 francs qui est inchangé par rapport à l'année dernière. Ça, c'est pour la catégorie A des actions et puis un dividende de 20 francs par action pour la catégorie B. Le fabricant de prothèses orthopédiques et vertébrales Medacta a fortement accru son bénéfice l'an dernier. Le résultat net a bondi de plus de 50% à 72,9 millions d'euros. Et les actionnaires devraient recevoir un dividende qui sera rehaussé de 25,5% à 69 centimes par action. L'équipementier d'espace stérile Scan a profité des nouveaux traitements contre l'obésité. Ça a généré beaucoup de demandes sur le conditionnement et donc à elle seule, 15% des nouvelles entrées de commandes. Les actionnaires de EGS ont entériné le transfert du siège de l'entreprise qui passe de Genève à Zug pour une question de météo. Vaudoise Assurance a engrangé un bénéfice de 147 millions de francs suisses l'année dernière, en hausse de 10,9% sur un an. Le conseil d'administration proposera à ses actionnaires un dividende de 0,35 francs par action pour les actions A, en hausse de 5 centimes, et de 24 francs pour les actions B, donc soit 2 francs de plus que l'année précédente. Le laboratoire Curatis, issu d'une fusion inversée avec Kinarus en 2024, est parvenu à générer un chiffre d'affaires l'année dernière grâce notamment au lancement de produits. La société a cependant essuyé une perte et disposait de 3 millions de francs suisses de liquidités et équivalent à la fin du mois de décembre. Chez Evolva, l'Assemblée générale a approuvé à plus de 99% la poursuite des activités fusion-acquisition et les actionnaires ont également adoubé le nouveau président issu de chez Clearway. Chez Implenia, on a remporté plusieurs contrats pour un volume total de plus de 150 millions de francs suisses. Les projets se situent principalement en Suisse, en Autriche et en Allemagne. Alors comme vous le voyez, voilà, on n'a eu que des bonnes nouvelles ou pas mal de bonnes nouvelles sur les petites capitalisations. Et si vous regardez la performance, vous verrez que c'est pas terrible parce que pour l'instant, effectivement, le problème, c'est pas tant les nouvelles micro, mais c'est plutôt la crainte macro que l'on a ou la macro crainte que l'on
l'on a par rapport aux tarifs douaniers. En ce qui concerne la semaine qui nous attend, alors bien sûr, le 2 avril, nous avons Liberation Day, ce sera le truc le plus important de la semaine. Et puis alors pour le reste, eh bien, on va devoir aussi se taper le CPI en Europe, et les chiffres ADP de l'emploi aux États-Unis, les JOLTS aux États-Unis, parce que oui, c'est la semaine de l'emploi, et bien évidemment, on va conclure cette semaine de feu d'artifice avec les non-farm payrolls du mois de mars. Et donc, ce sera hyper intéressant à observer. Je pense que la semaine sera très, très volatile. Et comme je vous le disais hier, il y a beaucoup de gens qui se sont positionnés avec des options sur la volatilité en espérant des mouvements ultra violents sur les marchés financiers. La seule problématique qu'on a, c'est qu'on ne connaît pas vraiment la direction des mouvements ultra violents en question. Et quand vous voyez les charts qu'on a vus tout à l'heure, eh bien, on se rend compte, bien évidemment, qu'on est un peu sur un point pivot. Soit on rebondit parce qu'on était vraiment cherché les plus bas, soit on se prend encore une volée de bois vert et on rentre définitivement en zone de correction sur les indices américains avec une peur latente d'un retour massif de l'inflation à cause des tarifs douaniers et d'une guerre commerciale qui pourrait s'intensifier. Voilà ce que l'on pouvait raconter dans ce Swiss Bliss. Moi, il me reste à vous souhaiter un excellent samedi, un excellent dimanche. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter et de venir me retrouver lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live où je ne sais absolument pas de quoi je vais vous parler parce que j'ai parlé tellement de trucs aujourd'hui, je ne sais même pas s'il va me rester de la matière. Bref, peu importe, passez un excellent week-end et on reparle de tout ça lundi. Bye bye!